Bien, bonjour, je vais vous parler de ce qui a été fait à l'IHU Méditerranée Infection concernant la biologie des infections par le SARS-CoV-2. Ça concerne le diagnostic, les PCR, la génomique et puis la sérologie. Donc l'IHU a été créé, a été organisé pour pouvoir faire face à des crises comme le SARS-CoV-2. Et donc vous allez voir que néanmoins ont été organisés bien sûr jour après jour. Donc la montée en charge des tests et des positifs et du nombre de patients infectés lors de réunions quotidiennes. Donc je vais vous parler d'abord des PCR et du diagnostic des infections. Donc ça fait l'objet de 103 articles d'après PubMed. Et donc ça montre qu'ont été communiquées en temps réel les données d'observation, de manière à ce qu'elles soient diffusées le plus largement possible. Donc, le SARS-CoV-2 a émergé donc à Wuhan en Chine en décembre 2019, et donc le génome du premier isolat a été relargué le 10 janvier. Et donc pendant le week-end, on a designé des systèmes de qPCR maison qui ont été commandés donc le 13 janvier. Et peu de temps après, Bernard a relargué les premiers systèmes qui ont été utilisés de façon très large au niveau européen et mondial pour la détection par PCR du SARS-CoV-2. Nous avons testé le premier cas suspect fin janvier. Tout début février, nous avons testé les rapatriés français de Wuhan. Nous avons eu le premier patient positif le 27 février et le 2 mars, le premier patient positif qui a été pris en charge à l'IHU. Sachant que pendant toute la première période de la pandémie SARS-CoV-2, le laboratoire de l'IHU faisait l'ensemble des tests pour toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc un premier travail, ça a été celui concernant les rapatriés français de Chine. Et donc il a conduit à tester 681 échantillons pour 337 personnes rapatriées. Et toutes ont été retrouvées négatives. Et dans la continuité de la mise en place des tests, 280 patients ont été testés pendant la première partie du mois de février, et pour lequel, dans à peu près 50% des cas, d'autres virus respiratoires que le SARS-CoV-2 ont été retrouvés, notamment les virus de la grippe ou les rhinovirus ou les métapneumovirus. Et donc par la suite au premier cas qui a été diagnostiqué le 27 février 2020, donc les tests de PCR qui avaient été mis en place ont permis d'accompagner le diagnostic virologique et le suivi des patients pris en charge en clinique à l'IHU. Alors les tests qui ont été réalisés sont représentés ici donc depuis janvier 2020. Et donc il y a eu un grand nombre de tests qui ont été réalisés pendant toute la durée de la pandémie, donc depuis l'arrivée du SARS-CoV-2 en France. Et donc nous avons eu différentes pics d'incidence du SARS-CoV-2. Et donc ont pu être diagnostiqués dès février et mars-avril 2020. Donc en cumulé, on voit bien qu'il y a une augmentation progressive du nombre de tests et une augmentation progressive du nombre de positifs, ce qui montre que le nombre de tests a été constant depuis le début de l'arrivée du SARS-CoV-2 en France. Et donc au total, à ce jour, plus de 1 130 000 prélèvements nasopharyngés ont été testés par PCR pour la présence d'ARN du SARS-CoV-2 chez 703 000 patients, et donc 87 000 patients ont été retrouvés positifs, ce qui représente 12%. Et donc quand on compare l'incidence qui a pu être observée en faisant les tests de PCR à l'IHU en bas et ce qui a pu être observé en France ou dans le monde, on voit bien qu'on a énormément testé et trouvé de positifs dès le début de la pandémie en France, et donc ce qui correspondait à tester pour détecter les patients et pour pouvoir les isoler et puis les prendre en charge.
Alors parallèlement, dans le prolongement de ce qui se faisait depuis très longtemps en termes de suivi épidémiologique, en pratique depuis 2002 dans le laboratoire diagnostique, ont été mis en place des outils de surveillance épidémiologique à un rythme quotidien, donc vraiment en temps réel, et donc avec des tableaux de bord qui ont été optimisés au fil de l'eau et qui ont permis de suivre de façon quotidienne, mais même au cours de la journée, le nombre de patients reçus, le nombre de patients testés pour lesquels le résultat avait été déjà rendu, le nombre de patients positifs en fonction de leur statut symptomatique ou asymptomatique, en fonction de leur lieu d'habitation, et de suivre en fait également tous les dépistages et les consultations réalisées à l'IHU. Alors les diagnostics, l'approche diagnostique de l'infection par SARS-CoV-2 a été polyphasique, avec bien sûr les tests de PCR, mais également, dès le départ, vous allez le voir, la réalisation de génome du SARS-CoV-2, et puis parallèlement, grâce à Bernard Lascola, la culture des isolats pour un très grand nombre de cas d'infection, et puis de façon parallèle, l'utilisation de la microscopie électronique. Et donc ça s'est fait au sein de l'IHU sur 3 étages, au rez-de-chaussée haut qui correspond à l'essentiel du laboratoire diagnostique, mais également dans des pièces qui ont été plus particulièrement aménagées pour recevoir les tests PCR SARS-CoV-2 au premier étage, et également pour la partie séquençage génomique au deuxième étage. Alors, il y a eu une multiplication au fil du temps et une diversification des systèmes de qPCR et des instruments qui a été mise en place, de manière notamment à faire face aux problèmes d'approvisionnement en réactifs et d'être capable de répondre sur des demandes de tests massives d'une part, et également de pouvoir répondre en urgence avec des rendus de résultats qui ont chuté jusqu'à 20 minutes ou 15 minutes au sein du laboratoire Point of Care ou dans des tentes qui ont été aménagées spécialement de manière à pouvoir tester le plus grand nombre de patients avec un résultat rendu extrêmement rapidement en 20 minutes. Donc vous voyez en fait ce qui préexistait, donc le laboratoire était déjà extrêmement bien équipé en différents automates de PCR, et vous voyez en rouge ce qui a pu être rajouté. Donc on a au total pu travailler avec 6 instruments réalisant des extractions d'acide nucléique à partir des prélèvements nasopharyngés, donc 16 kits de PCR pour le SARS-CoV-2, avec 3 instruments utilisés majoritairement, donc 16 automates de PCR Lifecycler, 12 GeneXpert, et puis 2 automates à plus gros débit NeuMoDx, et puis au laboratoire Point of Care pour un rendu de résultats plus rapide, également des GeneXpert, une machine qui était dédiée, NeuMoDx dédiée pour l'urgence, et puis également donc des petits automates, le VitaPCR, Idenao, ou le FilmArray, qui permettait d'avoir des résultats extrêmement rapidement. Et donc il y a eu également de nombreux tests de PCR en maison qui ont été développés, 8 au total, des lyophilisations de mix qui ont été réalisées donc à hauteur de 381 000 réactions, et puis également 250 000 réactions lyophilisées pour les contrôles internes. Et donc tout cela a été placé dans des biobanques à -20 ou -80 degrés, correspondant à près de 500 000 échantillons, et avec un enrichissement du personnel, avec 3 ingénieurs, plus de 90 techniciens ou étudiants internes en biologie médicale, et puis un grand nombre de secrétaires. Donc ces différents tests ont permis d'évaluer au fil de l'eau les différentes techniques qui étaient utilisées, donc de manière à évaluer leur performance. Alors ces différents tests ont permis très vite d'avoir des données d'observation d'une nouvelle infection, d'une nouvelle maladie que l'on ne connaissait pas et qu'on ne pouvait pas prédire, et notamment un des premiers éléments, c'était la mise en évidence que les enfants étaient extrêmement peu touchés en tout début d'arrivée du SARS-CoV-2 en France, au début de la pandémie. Et donc le SARS-CoV-2 se comportait, vous voyez, il n'y a quasiment pas de cas ou pas de cas chez les enfants, ce qui était très différent de ce que l'on connaissait des autres coronavirus endémiques, et également des autres virus respiratoires. Et donc ça montre bien qu'on ne pouvait pas prédire sur la base des données préexistantes ce qui allait arriver avec le SARS-CoV-2, qui était très important d'observer ce que l'on avait au fil de l'eau.
Et en revanche, avec le temps, on a vu augmenter, c'est la part rouge sur ce graphe, le nombre de cas positifs chez les enfants, et donc notamment à partir de l'arrivée du variant Delta. D'autres éléments ont pu être analysés grâce à ces grands nombres de tests, notamment les co-infections entre le SARS-CoV-2 et les autres virus respiratoires, notamment grâce à des approches syndromiques qui permettaient de tester de façon concomitante de multiples virus respiratoires par PCR, et donc ça permet d'étudier les associations, exclusions et possibles interactions entre le SARS-CoV-2 et les autres virus respiratoires. On essaie de faire des réseaux pour voir quelles sont les associations particulières privilégiées, au contraire les exclusions, entre le SARS-CoV-2 et les autres virus respiratoires. Alors, on a pu voir également la conséquence de ces grands nombres de positifs SARS-CoV-2 diagnostiqués vis-à-vis d'autres infections qui sont notamment des infections bactériennes, avec une chute du nombre d'isolements bactériens et une émergence de une augmentation de l'incidence de certains autres pathogènes, comme par exemple les candidats. Et puis une perturbation importante de la résistance aux antibiotiques. Et puis, ça a permis de mettre en évidence des infections persistantes qui ont représenté 1%, vous voyez, donc 34 cas sur 3271 patients infectés par le SARS-CoV-2, ce qui était déterminé de façon assez précoce grâce à nos données d'observation. Alors, un deuxième élément, ça a été la surveillance génomique et puis la détection et la caractérisation des variants. Donc ça fait l'objet de 56 articles. Alors, l'UHU était depuis très longtemps équipé en de nombreux séquenceurs d'acides nucléiques. D'abord, dès 1993, des séquenceurs Sanger, et puis à partir de 2006, le premier séquenceur à haut débit en Europe, 454 de Roche. Et ensuite, l'acquisition pour le séquençage génomique de nombreuses bactéries, de nombreux virus, et la réalisation de nombreux métagénomes, de l'acquisition en fait de différentes technologies de NGS, notamment les technologies Illumina et puis les technologies nanopores. Et donc, à partir de 2021, la France a investi dans le séquençage génomique du SARS-CoV-2 de façon massive, avec le développement du consortium Emergen, et ce qui nous a conduit à donc obtenir un Novasec, un séquenceur à haut débit Illumina de grande capacité. Alors, donc, ces différents automates ont été utilisés dès le départ, et donc on a pu séquencer jusqu'à 2600 génomes du SARS-CoV-2 par semaine, et on a pu également réaliser des séquençages génomiques en urgence, notamment à la demande de l'Agence régionale de la santé, avec des résultats en 8 heures à partir du prélèvement initial. Et donc, on a mis en place également une surveillance génomique automatisée, et donc ça faisait intervenir les plateformes génomique, donc supervisé par Pierre-Édouard Fournier, et puis tout ce qui est analyse bioinformatique donc par la suite, qui était supervisé par Anthony Levasseur. Et donc ça s'est fait particulièrement au deuxième étage de l'IHU Méditerranée Infection. Donc dès le premier cas, le 27 février 2020, le génome du premier patient infecté a été séquencé, donc par les deux technologies, un nanopore de façon très rapide, en une dizaine d'heures, et puis également la séquence a été consolidée avec la technologie Illumina MiSeq, et donc par la suite, le séquençage a été réalisé pour un grand nombre de patients infectés par la suite. Et donc jusqu'à une diminution importante de l'incidence du SARS-CoV-2, et à ce stade-là, l'incidence du SARS-CoV-2 montrait une courbe en cloche qui était cohérente avec celle observée et très typique des épidémies, donc, et observée pour par exemple les autres coronavirus endémiques. Et ce qui a été observé, c'est en tout début d'été, vers juin-juillet, une réaugmentation de l'incidence. Et à ce moment-là, ça a conduit à une intensification du séquençage génomique, puisqu'il s'agissait manifestement pas d'un rebond lié à des souches préexistantes, mais c'était probablement le fait de l'émergence de nouveaux variants SARS-CoV-2. Et c'est ce qui a été objectivé en premier lieu avec un
un variant qui a été nommé Marseille 1, pour lequel il a été objectivé qu'il était probablement lié sur le plan épidémiologique, il y avait des liens épidémiologiques très forts avec donc des transferts maritimes entre le Maghreb et Marseille, avec de nombreux cas chez des marins ou chez des passagers. Et l'analyse génétique a pu montrer probablement une origine donc d'Afrique subsaharienne de ce variant Marseille 1 qui est resté en fait localisé et donc qui n'a pas eu de diffusion pandémique. Et donc l'intensification de l'identification des variants s'est fait par une double approche, le séquençage génomique, mais également par la mise au point de nombreuses techniques de PCR spécifiques de variants, environ 54 à ce jour, qui a permis au fil de l'eau de s'adapter à l'épidémiologie et à l'émergence de nouveaux variants. Et donc cette approche par criblage a été généralisée en France à partir de 2020. Et donc on a également évalué différents panels commerciaux pour ce criblage à partir de 2021. Alors le séquençage génomique, lui, a permis de mettre en évidence des profils de mutation, des combinaisons de mutations qui ont permis de définir des variants. Et donc nous avons initialement, dès l'été 2020, défini et identifié 16 variants qui ont porté donc les noms que vous voyez ici, notamment Marseille 1, 2, 3, 4, et également de retrouver par la suite des variants qui circulaient et qui étaient décrits par d'autres équipes dans le monde à partir du moment où les variants ont été davantage médiatisés à partir de l'arrivée du variant anglais en décembre 2020. Alors au total, à ce jour, il y a eu plus de 61 000 patients pour lesquels le génotype a été déterminé, souvent par un séquençage génomique, mais parfois en utilisant des PCR spécifiques de variants. Et vous voyez qu'à ce jour, le variant Delta est celui qui a causé le plus grand nombre de cas, mais suivi d'un autre variant dont on va reparler, qui est le variant Marseille 4. Et un point très très important, c'est que de façon consécutive à ce qui était observé pour Marseille 1, eh bien, ce qui a été observé par la suite, c'est que chaque variant déterminait une épidémie. Donc les différentes pics d'incidence qui ont pu être observés étaient chacun liés à un variant différent qui déterminait une épidémie différente. Et donc vous voyez, ce travail a été réalisé sur la base de l'analyse de 61 000 patients pour lesquels le génotype a été déterminé par surveillance génomique. Et donc ça a conduit à la réalisation d'une animation par Christelle Forzal qui représente ça, donc l'arrivée de vagues successives, mais qui sont des vagues correspondant à des variants différents. Donc d'abord, initialement, les mutants dérivés de Wuhan en mars-avril 2020, mais par la suite, vous allez voir arriver le variant marseillien qui détermine sa propre épidémie. Le variant marseillien qui naît, qui croît, et puis qui disparaît. Et ensuite, derrière, on a vu arriver le variant Marseille 4, qui était le variant prédominant en France entre août 2020 et janvier 2021, et qui a été remplacé par le variant alpha. Et ce que vous pouvez voir sur la gauche, c'est que en suivant les génomes donc séquencés dans le laboratoire, on a pu mettre en évidence l'apparition, donc vous avez en abscisse le temps et puis en ordonnée vous avez le nombre de mutations. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une augmentation du nombre de mutations avec le temps et chaque couleur différente représente un nouveau variant qui a émergé. Alors ce qui a pu être mis en évidence également, c'est l'introduction de différents variants à partir de pays étrangers, notamment le variant Delta, à partir d'un marin qui venait d'Inde, et également d'un touriste qui avait voyagé aux Maldives. Également l'introduction d'un variant qu'on appelait le variant IHU, qui a eu une diffusion extrêmement faible dans le sud de la France, mais qui a conduit à un travail qui a été extrêmement regardé, puisque l'article a été téléchargé 39 000 fois. L'introduction également du variant Omicron BA1, pour lequel le premier cas diagnostiqué dans le laboratoire était chez un patient qui avait voyagé en Afrique du Sud.
Pour le variant Omicron BA2, le premier cas a été diagnostiqué chez un patient qui avait voyagé en Tanzanie. Et donc, ça a donné lieu à une autre animation qui montre l'introduction finalement des différents variants, chacun responsable d'une épidémie, soit par voiture. Les premiers cas qu'on a eus, c'était les dérivés, mutants dérivés de Wuhan, à partir de la frontière italienne. Le marseillien avec donc des voyages par bateau. On va reparler du Marseille 4, le Marseille 2 qui est venu d'Espagne, le variant anglais qui est arrivé par train. Les premiers patients qu'on a diagnostiqués avec le variant anglais avaient voyagé à partir d'Angleterre par train. Et puis ensuite, on a eu donc les autres variants, dont certains dont j'ai déjà expliqué l'histoire, avec le variant Marseille 501, pour lequel on a un lien avec les Comores, d'autres variants originaires manifestement de République de Guinée, et puis également donc, des variants venus d'Inde, le variant indien, les premiers cas que l'on a pu observer. Alors concernant le Marseille 4, lui, il est né en France et il a essentiellement circulé en France. Il est resté le variant majoritaire jusqu'au début de l'année 2021. Et lui, il y a un lien très fort avec les visons. D'abord parce qu'il était décrit que les visons étaient des réservoirs du SARS-CoV-2 et pouvaient se transmettre du vison à l'homme et que le SARS-CoV-2 pouvait se transmettre du vison à l'homme et de l'homme au vison. Deuxièmement, on a des évidences temporelles quand l'épidémie a repris pendant l'été 2020. Eh bien, les premiers cas qui ont été diagnostiqués en France l'ont été en fait dans cette région-là, où il y avait un élevage pour lequel de nombreux visons ont été retrouvés positifs au SARS-CoV-2. Et donc on a également des évidences ensuite génétiques, puisque tous ces points jaunes représentent des variants Marseille 4 qui ont été diagnostiqués dans le laboratoire, et une séquence qui a été relarguée à partir de mars 2021, qui provenait d'un vison prélevé en novembre 2020, de cet élevage, eh bien, se retrouvait noyé au milieu des séquences Marseille 4. Et puis également, d'autres séquences ont été relarguées par la suite, qui ont montré en fait également qu'elles étaient de génotype Marseille 4. Et par la suite, donc le variant Marseille 4 a continué à être l'objet de notre intérêt, puisque nous avons pu observer finalement 2 épisodes d'infection par le Marseille 4, avec donc un premier épisode lié à un sous-variant qu'on a appelé Marseille 4A avec 22 linéages, et puis un deuxième épisode avec un deuxième sous-variant qu'on a appelé Marseille 4B. Alors, au fur et à mesure que les génomes ont été obtenus, donc à partir du moment où il y avait des génomes qui étaient atypiques sur la base de l'analyse phylogénétique ou de leur profil de mutation, donc les prélèvements étaient cultivés par Bernard Lascola de manière à pouvoir les identifier. On a pu également travailler sur les réinfections, essayer de comprendre quel était le taux de réinfection par le SARS-CoV-2, et donc on a pu observer notamment très récemment une augmentation très importante du taux des réinfections par le SARS-CoV-2 avec le variant Omicron. Et donc vous voyez, en fait, on a pu mettre en évidence 1646 réinfections sur un total de 80 000 patients diagnostiqués SARS-CoV-2 positifs. Et puis par ailleurs, on a mis dernièrement en évidence, sur la base de l'analyse du génome, différents recombinants. Les recombinaisons sont probablement facilité par la coïncidence de 2 variants, le fait que 2 variants puissent circuler en même temps, comme par exemple le Marseille 4 et le variant alpha, ou le variant delta et le variant Omicron BA1, ou le BA1 avec le BA2. Et on a pu décrire donc différents variants recombinants, notamment chez un patient qui était chroniquement infecté, qui est resté infecté pendant plus d'1 an par le SARS-CoV-2 et qui a fait 2 infections, une par le variant Marseille 4 et une autre par le variant alpha, et chez lequel, à la fois par analyse génomique, à partir des prélèvements respiratoires, mais à partir également des sondages en culture, on a pu mettre en évidence la génération d'un variant recombinant qui est devenu celui-ci, un hybride entre du bleu et du jaune, qui proviennent de génomes parentaux Marseille 4 et alpha.
Et également, donc, nous avons mis en évidence des variants delta-micron, des hybrides entre des variants delta et des variants omicron, et pour lesquels nous avons fait des analyses phylogénétiques donc séparées pour les parties provenant de variants delta et la partie provenant de variants omicron, puisqu'on ne peut pas mélanger les histoires évolutives de ces différents segments. Et puis également, plus récemment, un recombinant entre les variants omicron BA1 et BA2. Et donc au total, actuellement, on en est à 26 types d'hybrides, si on ne prend que les variants recombinants BA1 et BA2, avec les sites de recombinaison ne sont pas les mêmes. Donc ce sont des hybrides de nature différente. Il y a eu du travaux également réalisés en sérologie, concernant le SARS-CoV-2, ce qui a donné lieu à 13 articles. Cette partie était particulièrement supervisée par Michel Droncourt. Et donc, ces analyses ont conduit à réaliser des sérologies sur 46 000 échantillons provenant de 32 000 patients, avec environ 19 000 sérums positifs pour anticorps anti-SARS-CoV-2, soit anti-spike, soit anti-nucléocapside, donc ce qui représentait à peu près 17% de positifs. Et donc du fait des infections en nombre croissant et également des vaccinations, on a vu augmenter la proportion de sérologie positive au cours du temps. Et donc ça conduit à différents travaux, notamment qui permettent de décrire la mise au point sur la base d'analyse de 1300 sérums d'un test d'immunofluorescence indirecte, et également la mise au point de tests d'immunoblot qui permettent de mettre en évidence des anticorps contre la spike, mais également contre la nucléocapside, un travail réalisé sur l'analyse de 600 sérums. Et pour finir, donc la contribution donc, de la culture virale donc à l'étude du SARS-CoV-2, avec une partie qui est particulièrement supervisée par le professeur Bernard Lascola et qui a conduit à 45 articles. Donc à ce jour, 6100 isolats ont été obtenus à partir de 13 000 inoculations. Ça a conduit à décrire des isolats, à obtenir des isolats pour tous les variants qui ont circulé en France. Ça a conduit au premier isolement, notamment du variant Delta-Micron dont on a parlé. Et donc ça a été rendu possible notamment grâce à l'expérience développée par Bernard Lascola de la culture virale d'autres virus, notamment le virus de la rougeole ou le virus de la grippe, par exemple. Et donc ça a conduit également à la dissémination des isolats, la distribution d'isolats pour d'autres équipes dans le monde. Donc parmi les éléments importants obtenus par l'analyse de la culture, ça a été la corrélation entre le taux de positivité de la culture et puis les CT, donc les valeurs de CT de la QPCR, qui sont un proxy de la charge virale. Et donc notamment ça a permis très tôt sur l'analyse de 183 inoculations de mettre en évidence qu'un CT de 34 était associé, un CT de 34 ou au-delà était associé à une absence d'isolement viral, donc probablement une contagiosité extrêmement faible ou absente. Ça a été confirmé sur 3790 inoculations avec 1940 souches obtenues. On voit toujours là encore qu'on a un taux important, environ 70% de culture positive pour des CT de la PCR de 25 et quasiment pas ou pas de culture positive au-delà de 34 CT, et également des résultats renouvelés sur 6700 inoculations avec l'obtention de 3600 souches. Donc ces tests de culture ont permis d'étudier si les patients asymptomatiques étaient moins contagieux. La réponse est non. On a même plutôt des CT qui sont plus bas, donc des charges virales plus élevées chez les personnes asymptomatiques. Ça a permis d'étudier si les personnes vaccinées étaient moins contagieuses que les personnes infectées par le SARS-CoV-2. Et donc la réponse est également non, avec également des CT qui tendent à être plus faibles, donc des charges virales plus élevées chez les personnes vaccinées. Ces études de culture ont permis de décrire pour la première fois le cycle de réplication du SARS-CoV-2 avec les outils de microscopie électronique disponibles dans le laboratoire, de mettre en évidence la possibilité de tester en fait et d'inoculer le SARS-CoV-2 sur différentes lignées cellulaires. Une trentaine ont été testées. Il y avait donc différentes lignées cellulaires qui se sont avérées permissives pour le SARS-CoV-2, avec des variabilités dans les effets cytopathiques, et puis également des variabilités selon la souche utilisée. Différents travaux également qui ont permis de tester différentes molécules ou différentes molécules ayant potentiellement un effet sur la réplication du SARS-CoV-2, notamment des médicaments
actuellement commercialisés. Et puis également d'étudier la capacité de neutralisation du sérum de différents patients infectés par différents variants vis-à-vis de différentes souches correspondant également à différents variants, et notamment de mettre en évidence également parallèlement l'absence ou la faible efficacité d'anticorps neutralisants commercialisés, notamment vis-à-vis du variant Omicron. Donc en conclusion, les diagnostics par qPCR et les séquençages génomiques ont été réalisés de façon constante depuis le début de l'épidémie à l'IHU, et donc ça a conduit à des données massives, monocentriques d'observation d'un nouveau virus, d'une nouvelle infection et d'une nouvelle maladie virale.